Bonjour, bonjour. Alors bonjour, en langue des signes, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 28e webinaire Second Souffle. Vous le voyez, Hélène est avec moi aujourd'hui, est avec nous. Elle nous accompagne, elle sera notre interprète en langue des signes. Donc bonjour Hélène et bonjour à tous. Donc, si il y a des personnes malentendantes qui sont avec nous aujourd'hui, je vais essayer au maximum de mettre la vidéo d'Hélène en grand sur l'écran pour que vous puissiez bien lire les signes. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans le chat. Voilà. Donc, ce nouveau webinaire de Second Souffle, le 28e. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans. Nous sommes reconnus d'intérêt général et nous accompagnons les entrepreneurs à rebondir avec ou sans leur entreprise ou toute autre forme d'emploi. Nous sommes composés de chefs d'entreprise en activité ou retraités, d'experts métiers, de bénévoles et nous soutenons tous les entrepreneurs, micro-entreprises, freelance, indépendants, TPE, PME, avec ou sans salariés, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et nous sommes présents sur toute la France métropolitaine et également en Outre-mer. Voilà, donc comme vous le savez, nous utilisons la plateforme française de webinar Livestorm. Donc, je vous le rappelle, l'onglet chat en haut à droite, c'est pour discuter entre vous. Et je vous rappelle bien de poser vos questions dans l'onglet questions. Alors, voilà, j'ai remis la vidéo dans l'onglet questions. Et vous pouvez également voter aux questions en cliquant sur la petite flèche à droite de la question des autres, si vous la trouvez pertinente. Et attention, si vous cliquez une deuxième fois, vous allez annuler votre vote. Donc, je passe les slides. Je vais mettre donc Hélène en plus petit. Voilà, là c'est pour voter. Si vous avez des problèmes techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, nous débutons une série de webinaires avec l'association HUP Entrepreneur. Et nous commencerons avec Guy Tisserand, qui est chef d'entreprise depuis 20 ans et ancien champion paralympique de tennis de table. Mais avant de commencer, nous allons prendre quelques minutes pour vous présenter les actions de cette belle association HUP Entrepreneur. Et pour en parler, nous accueillons Laure Pouchelon. Bonjour Laure. Bonjour William, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous et un grand merci à Guy d'être parmi nous aujourd'hui. C'est une véritable joie de t'accueillir. Alors, simplement pour vous présenter brièvement HUP Entrepreneur et puis le programme Rebond. HUP Entrepreneur, c'est une association qui depuis 2008 représente et accélère la réussite d'entrepreneurs en situation de handicap. Et ce, grâce à la mobilisation de plus de 300 coachs et experts projets bénévoles, et puis à travers 4 programmes d'accompagnement. Alors, nous avons Déclic HUP pour explorer, découvrir l'entrepreneuriat. Nous avons parrainage de compétences pour structurer son projet, renforcer ses compétences. HUP Academy, là c'est plutôt pour accélérer son développement. Et puis, depuis septembre de cette année, nous avons créé, avec notre partenaire, l'AGFIP, le programme Rebond, dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Alors, peut-être William, si tu peux afficher la deuxième slide, pour vous en dire quelques mots. Qu'est-ce que ce programme Rebond? Eh bien, c'est un programme d'accompagnement à destination de 150 entrepreneurs expérimentés. Alors, nous avons entrepreneurs TI, donc travailleurs indépendants handicapés, en activité depuis près de 3 ans. Nous avons dessiné ce programme pour qu'il soit adapté à la fois aux entrepreneurs qui souhaitent rebondir, donc comme son nom l'indique, et relancer leur activité dans ce contexte difficile, mais nous accompagnons aussi les entrepreneurs qui souhaitent faire de cette crise une opportunité et l'occasion de réinventer le futur de leur entreprise. Et comme dans ce contexte, il est très important d'avoir confiance,
en soi et en l'avenir. On est ravis que Guy nous parle de cette belle thématique aujourd'hui. Merci Laure. Donc Guy. Merci Laure. Oui, je voulais vous préciser aussi Laure, on peut peut-être déjà annoncer le grand événement qui aura lieu le 29 janvier 2021. C'est la prochaine journée Second Souffle, 24 heures pour rebondir. Tout à fait. C'est la 9e édition et ce sera avec vous, avec Ashop Entrepreneur. Une journée entière pour les entrepreneurs en situation de handicap et en rebond. Allez, on y va avec notre invité du jour, monsieur Guy Tisserand. Bonjour Guy. Bonjour William, bonjour Laure, bonjour Hélène et bonjour à tous et à toutes. Alors Guy Tisserand, vous êtes chef d'entreprise, mais pas d'une entreprise de textile, hein, malgré votre nom. Mais avant de parler de votre activité, racontez-nous votre parcours et êtes-vous prêt à répondre à la question du sujet du jour? Entreprendre avec confiance en l'avenir à l'heure de la Covid-19, est-ce un pari impossible? Alors, répondre à cette question, apporter des éléments de réponse, certainement. Je ne prétends pas détenir absolument une réponse évidente à cette question. Il n'y a pas d'abord de réponse évidente. Et puis, j'élargirais même peut-être le propos en disant entreprendre tout court, est-ce possible? Parce que finalement, quelque part, le fait d'entreprendre, c'est toujours, enfin, en tout cas, c'est fréquemment une réaction à une difficulté, à une problématique qu'on peut être amené à avoir ou à un projet qu'on a vraiment au fond de soi. Mais finalement, il y a toujours des difficultés. Donc, la Covid, finalement, est un révélateur supplémentaire et un contexte encore plus compliqué que d'habitude, probablement. Mais finalement, ce qu'on peut être amené à dire dans le cadre de la situation d'aujourd'hui est probablement très largement transposable bien au-delà. Donc, peut-être avant d'essayer d'apporter quelques éléments de réflexion sur plus que de réponses à proprement parler, mais de réflexion sur ces sujets-là. Peut-être me présenter rapidement. William, vous évoquez mon historique textile. Donc, d'abord, mon nom s'écrit avec un T, et non pas avec un D. Donc, je n'ai pas de nom à connotation textile. En revanche, mon père était ouvrier du secteur textile pendant de très nombreuses années. C'était une petite blague qu'on lui faisait régulièrement. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça va. Enfin, je veux juste expliquer un élément par rapport à ma scolarité initiale. En fait, voilà, moi je suis donc une personne handicapée. Je me déplace en fauteuil roulant depuis mon enfance, depuis l'âge de 8 mois. Donc en fait, on va dire depuis toujours, quoi. Quand ma mère a voulu m'inscrire au collège de secteur, enfin mes parents ont voulu m'inscrire au collège de secteur dont je dépendais quand j'avais 11 ans, le principal du collège a répondu à mes parents. Enfin, en l'occurrence, c'était ma mère qui était présente, et il lui a dit: Madame, il y a des écoles pour les enfants comme les vôtres, nous on n'en veut pas. Voilà. Et il a d'ailleurs ajouté: de toute façon, votre mari est ouvrier, donc c'est un fils d'ouvrier, donc ça ne sert à rien qu'il fasse des études. Voilà. Donc c'était quand même un principal de collège public dans les années 70. Donc concrètement, ça a commencé fort, on va dire. Ça m'a amené pratiquement toute ma vie à me poser la question de comment faire que ce que les gens ne croient pas possible le devienne, en fait. Je pense que ça a été un petit peu l'activateur. Alors, je vais finalement, rétrospectivement, peut-être lui dire merci à ce monsieur. C'est sûr que sur le coup, ma mère était extrêmement atteinte par rapport à ce genre de propos. Mais finalement, quelque part, est-ce que ça n'a pas déclenché chez moi des choses qui ont fait que je me suis dit, attends, il dit que c'est pas possible, moi je vais essayer de lui montrer que c'est possible. Alors, c'était peut-être et probablement pas aussi conscient que ça à l'époque, mais ça a dû participer un peu de mon parcours. Et j'aurais tendance à dire que depuis finalement ce moment-là, et quasiment sur toute ma vie, étant une personne handicapée, je pense que l'une des phrases que j'ai entendues le plus souvent depuis que je suis né, c'est pas possible. C'est-à-dire que les gens vous disent non, mais ça, c'est pas possible, en fait. Et moi, il n'y a rien qui me donne plus envie d'essayer que quand on me dit que c'est pas possible. Donc, ça m'a poussé à faire pas mal de choses, je pense. Enfin, voilà, donc du coup, alors, probablement, il n'y a pas que ça, et heureusement qu'il n'y a pas besoin de se faire taper sur la tête fortement à son enfance pour réussir à faire des choses, parce que sinon, ce serait quand même un petit peu triste, mais ça a probablement contribué à mon caractère, à mon attitude ensuite. Et donc, comme vous l'avez évoqué, William, j'ai été notamment sportif de haut niveau pendant une vingtaine d'années. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé à faire du sport de haut niveau en handisport, déjà, on le connaît, enfin, c'est très peu connu. Moi, mes parents ne savaient même pas que ça existait, moi non plus d'ailleurs.
avant de commencer, avant de le découvrir. Et donc, du coup, ma mère me disait souvent que quand j'avais 6 ans, un jour, je lui avais dit, maman, je serai champion olympique. Elle me prenait pour un dingue. Elle m'a dit, non, mais elle se disait, mais ça y est, mon fils, non seulement il est handicapé, mais en plus il est fou, quoi. Et donc, il est complètement déraisonnable, puisqu'elle n'imaginait même pas que ce soit envisageable. Alors, le jour où c'est arrivé, effectivement, elle était quand même assez surprise et voilà, ça l'a beaucoup touchée par rapport à ça. Et donc, en fait, moi, toute ma vie, finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je crois que ce qui est vraiment le lien, le levier de ma vie, ça a été de me focaliser, de me concentrer sur les choses qui me passionnaient, qui me donnaient envie. Et je crois que ça, c'est vraiment alors, juste pour commencer à apporter des éléments par rapport à cette question sur entreprendre en période de Covid, bien sûr que le fait qu'on ait cette crise sanitaire, que forcément ce soit plus compliqué économiquement et même sociétalement, ça a tendance à peut-être nous amener à être plus prudents, à être moins, à s'engager moins, etc. Et puis du coup à éviter, à ne pas oser y aller, quoi. Or, je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est dans la vie, c'est de faire des choses qu'on aime. Vraiment de trouver les leviers, en fait, les activateurs de bonheur et de plaisir, en fait, et d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, si on n'y va pas, ensuite on le regrette et finalement, au lieu d'être dans le regret, on va être dans le regret au lieu d'être, on va être dans le regret, quoi. Et vivre dans le regret, je pense que c'est pas un bon moteur, en fait. Donc, l'idée, c'est d'essayer. Alors après, évidemment, il ne faut pas essayer n'importe comment. Il faut essayer en ayant des chances de réussir, quand même, tant qu'à faire. Mais du coup, il faut mettre les moyens, mobiliser les moyens requis pour y arriver. Mais je pense quand même que c'est le premier vecteur. Le premier levier, c'est vraiment de se faire gouverner par les choses qu'on a vraiment envie de faire. Ça veut dire quand même qu'on a une capacité un peu d'introspection pour savoir réellement ce qui nous anime, nous, les êtres humains. Donc moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai fait du sport de haut niveau parce que c'était vraiment un truc qui me passionnait, en fait. Et du coup, j'en faisais 20 heures par semaine. Je me suis entraîné pendant de très nombreuses années, 20 heures par semaine. Et du coup, c'était jamais une contrainte pour moi parce qu'en fait, j'adorais ça. J'étais complètement fan de ça. Le seul problème que j'avais, c'était justement de ne pas en faire plus et de ne pas me faire complètement dévorer par ça parce qu'il y avait quand même plein d'autres facteurs dans ma vie qui étaient importants. Le travail, évidemment, les études. Et puis, le plus important de tout, ma famille, mes enfants, mon épouse, etc. Et donc, du coup, il fallait quand même pas que je les abandonne pour ça. Donc, c'était parfois même pas très simple. Heureusement que j'ai été beaucoup soutenu. Et donc, le deuxième levier important, c'est d'être accompagné, je pense. Vraiment, la question de l'accompagnement, alors accompagnement personnel, mais aussi accompagnement quand on est dans la création d'entreprise, dans l'entrepreneuriat, accompagnement par des professionnels qui peuvent être amenés à donner à la fois du soutien psychologique, moral, mais aussi des conseils, voilà, et des bons plans pour faire les choses correctement. Donc, la question de l'accompagnement est essentielle. Alors, est-ce que tout ça, c'est compatible dans un contexte de Covid aujourd'hui? Je pense que oui. Après, encore une fois, c'est pas hyper simple. Il faut pas non plus nier les complexités ou les difficultés qu'on peut être amené à rencontrer. Mais je pense pas qu'il faut s'interdire de faire des choses. La seule chose, c'est qu'il faut être sûr que le projet qu'on fait, on le fait parce que ça nous anime vraiment. Voilà. C'est-à-dire que, de mon point de vue, entreprendre sans que le projet nous anime, c'est compliqué parce que c'est quand même. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'investissement, c'est y passer beaucoup de temps. Et si on n'a pas finalement une forme de passion, au moins d'intérêt fort pour ce qu'on fait, ça, pour le coup, c'est quand même assez compliqué de tenir dans la durée. Donc, moi, pour illustrer ce propos, je raconterai un peu l'anecdote qui a conduit à ce qu'on décide avec mon épouse de cofonder cette entreprise. Moi, je suis ingénieur, en fait. Alors, oui, comme une toute petite anecdote complémentaire avant, sur c'est pas possible. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Alors, dans ma famille, on est 5 enfants. Sur les 5, je suis le seul à avoir le bac. Les 4 autres ne sont pas handicapés, ils n'ont pas le bac. Et parce qu'on était dans un environnement qui n'était pas voilà, culturellement très orienté là-dessus. Et donc, du coup, moi, j'ai mes 4 frères et sœurs. Ils ont arrêté les études relativement tôt. Ils ont super bien réussi leur vie. La question n'est pas là, mais ils n'ont pas fait d'études. Moi, je suis le seul à avoir fait vraiment des études supérieures. Ce qui peut paraître paradoxal, hein, puisque forcément, en se disant il est handicapé, il aurait dû finalement avoir plus de difficultés. Alors, finalement, il n'y a que moi qui ai fait le bac, qui ai eu le bac, et j'ai commencé par faire un diplôme d'ingénieur en électrochimie et électrométallurgie, et j'ai cherché du boulot. Et là, quand j'ai commencé à chercher du travail dans ce domaine, tous les gens que j'ai rencontrés en RH m'ont tous dit « Ah non, mais monsieur, vous comprenez, dans votre situation, c'est pas possible, en fait. »
Et donc, pendant un certain temps, je me suis dit, j'ai fait un bac+5 pour ne jamais réussir à trouver un job. C'était quand même pas, enfin, c'était quand même cocasse. Si c'était pas triste, ça aurait été cocasse, quoi. Et du coup, j'ai bifurqué vers l'informatique et les mathématiques appliquées en me disant peut-être que dans ce secteur un peu plus nouveau, il y aura un peu moins de préjugés, de stéréotypes, de freins qui me seront posés. Et donc, du coup, j'ai continué mes études dans le domaine de l'informatique et des mathématiques appliquées. Et ensuite, j'ai travaillé 20 ans dans l'informatique bancaire. Voilà. Donc, voilà comment mon cursus s'est développé. Et j'ai adoré ça. Enfin, voilà, pendant des années, j'ai fait ce métier en aimant beaucoup ce que je faisais. Puis un jour, je me suis dit, je suis arrivé au bout au bout du cycle, en fait. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question et de plus tellement m'éclater dans ce que je faisais. Intellectuellement, ça restait intéressant, mais je trouvais que ça manquait un peu de sens, en fait, pour moi. C'est-à-dire que je trouvais que le fait de faire une activité professionnelle dans laquelle j'avais l'impression d'être utile, ça m'animait beaucoup plus. Donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Donc, j'ai commencé à chercher un autre emploi dans le même secteur en me disant, de toute façon, c'est mon boulot, donc je vais faire ça. Puis finalement, je me suis rendu compte assez vite que j'allais refaire la même chose et que ça n'allait pas forcément m'animer plus que ça. Du coup, ensuite, j'ai commencé à me dire, je vais créer une entreprise. Ça m'est arrivé un jour comme ça, en me disant, je vais créer une entreprise. Mais j'avais pas d'idée, en fait. C'est-à-dire que le truc, c'est que je me disais, je vais créer une entreprise, mais faire quoi, en fait. Et j'ai commencé à me dire, je vais devenir, je sais pas, je vais prendre un hôtel, une librairie, parce que j'aimais les livres. Je vais prendre une librairie ou je sais rien. Voilà. Et puis, en fait, je me rendais compte que tout ça, c'était juste pour sortir de là où j'étais. Et je me suis dit, non, mais en fait, sortir pour sortir, ça va pas, en fait. Il faut que je sorte en ayant un projet vraiment qui me parle. Et donc, comme vous l'avez évoqué, William, j'ai été sportif de haut niveau pendant une vingtaine d'années. J'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques. J'ai été médaillé d'or à Séoul, Barcelone et Atlanta. Et donc, du coup, j'ai arrêté ma carrière internationale en 98. Et du coup, je m'occupais d'un club de tennis de table. J'étais plus sportif moi-même. Enfin, moi, je jouais de manière complètement, pour le loisir après, mais je m'occupais du club. Et dans ce club, on a décidé d'organiser la Coupe du Monde de tennis de table handisport. Et on a fait venir tous les meilleurs joueurs du monde dans la banlieue lyonnaise, parce que j'habite par là. Et on les a fait venir pour faire une grande compétition internationale handisport. Donc, comme on organisait cette compétition, il fallait qu'on trouve des moyens financiers. Et comme moi, j'étais président du club, un peu naturellement, j'étais désigné comme celui qui devait trouver les sous, quoi. Donc, j'ai commencé à aller voir des entreprises en leur disant, voilà, est-ce que vous voulez bien être partenaire? Donc, j'ai commencé ma démarche commerciale à ce moment-là, finalement. Alors, pas pour mon activité professionnelle, mais pour mon activité de bénévole dans une assurance, dans une association, pardon. Et donc, du coup, je suis allé voir des entreprises et je leur ai dit, est-ce que vous voulez bien être partenaire? Et il y en a pas mal qui m'ont dit, en fait, oui, pourquoi pas, mais ce qu'on aimerait surtout, c'est faire mieux sur la thématique de l'emploi des personnes handicapées et on ne sait pas bien faire. Est-ce que vous pourriez nous orienter vers quelqu'un? Et là, d'un seul coup, la révélation, quoi. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire. Ça me plaît. Ça me donne le sentiment d'être utile à quelque chose et à quelqu'un. Et donc, je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon épouse, voilà, j'ai trouvé l'idée, parce que ça faisait un moment que je lui disais, je vais faire autre chose. Elle me disait, reviens me voir et on en parlera le jour où tu auras une idée. Qu'elle me disait, voilà. Et donc, je suis rentré, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, je voudrais créer un cabinet de conseil dans le domaine du handicap. Au départ, c'était vraiment handicap. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est non-discrimination, égalité des chances, diversité, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment ciblé handicap. Et là, elle me regardait en me disant, mais tu crois qu'on va réussir à vivre avec ça? Je dis, écoute, je sais pas, mais j'ai envie d'essayer. Elle me dit, laisse-moi 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, elle m'a dit, finalement, tu as raison, c'est hyper intéressant. Donc, on va le faire. Et non seulement toi, tu vas le faire, mais moi aussi, je vais quitter mon emploi. Et on va créer le cabinet tous les deux. Et on a fondé la société du jour au lendemain, tous les deux, dans le sous-sol de notre maison. On avait 3 enfants, un qui était étudiant, les 2 autres qui étaient collégiens ou lycéens. A posteriori, on se dit, on était complètement dingue, en fait, parce que franchement, on s'est retrouvé à avoir plus de rémunération du jour au lendemain quasiment. Mais en fait, c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et du coup, on a monté ce projet, on l'a créé en 2004. Et aujourd'hui, c'est un cabinet qui compte une 30aine de personnes, qui est basé en région lyonnaise et qui intervient sur l'ensemble du territoire français là-dessus. Alors, ce n'était pas une période de Covid, certes, mais c'était quand même une période pas hyper simple dans la mesure, encore une fois, où quand vous avez 3 enfants en bas âge, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans aucune rémunération, on peut vous prendre pour un fou, quoi. Bon, en fait, moi, depuis que je suis tout petit,
assez souvent pris pour quelqu'un qui n'était pas tout à fait raisonnable. Et en même temps, c'est aussi ce qui m'a permis de faire un paquet de trucs intéressants. Donc, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Il ne faut pas partir de billes en tête. Et il faut aussi, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un programme d'appui à la création d'entreprises au sein d'une école qui s'appelle l'EM Lyon pendant 4 mois où j'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que c'était qu'un projet, comment on pouvait créer un projet, etc., comment on pouvait mener une entreprise, parce que je ne savais pas du tout faire ça. Moi, je n'avais jamais imaginé créer une entreprise avant que ce projet me tombe sur la tête d'une certaine manière. Donc, finalement, ça a été quand même quelque chose de structuré, parce que finalement, j'ai pris le temps de me poser réellement la question de la viabilité, de la réalité. Alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est d'être en capacité de détecter, comment dire, les signaux positifs. Ça veut pas dire, je ne crois pas aussi. On a perdu Guy. Guy est gelé. Moi, je vois l'image gelée. Alors, si Guy nous entend, je lui conseille de se reconnecter. Sinon, qu'il m'appelle sur mon téléphone. Je verrai avec lui comment on peut faire. Il y a quelques questions. Je ne sais pas si Laure, tu peux y répondre. Absolument. J'ai vu en tout cas qu'il y avait des questions au sujet du programme Rebond par rapport à ce programme d'accompagnement. Certaines questions sur l'expérience qu'il fallait pour pouvoir participer. Donc effectivement, la plupart des bénéficiaires, pour répondre notamment à la question de Manuel, certains bénéficiaires le temps que Guy se reconnecte. Alors, les bénéficiaires ont pour la plupart, en effet, une expérience de plus de 3 ans, mais certains qui sont qui ont presque atteint les 3 ans, et s'il s'agit simplement de 3-4 mois, comme le programme est long et qui s'inscrit sur une durée de 6 mois, il est tout à fait possible de s'inscrire et de participer. Voilà, sachant que on a à la fois sur ce programme un parcours qui est très personnalisé, mais on a aussi des ateliers collectifs et un tronc commun, et que ça s'adapte à de nombreuses situations. Et parmi les 6 parcours que nous proposons, vous pourrez voir, alors je conseille ceux qui sont intéressés, qui ont posé des questions sur ce programme, d'aller sur le site internet du programme. Donc c'est h-up.fr/rebond avec un S, REBONDS, du milieu, TIH pour travailleurs indépendants handicapés. Et bien sûr, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat ou sur comme vous disiez, William, qu'il fallait plutôt poser des questions. Oui, dans l'onglet questions. Voilà, dans l'onglet à questions. Donc, je suis à la disposition de tous les curieux. Je vais le mettre dans le chat à l'adresse du site HUP. Voilà. Hop, et je complète avec celui spécial pour le programme Rebond. J'ai vu qu'il y avait des bénéficiaires du programme Rebond parmi nous, et je reconnais aussi Astou. Donc, bienvenue à vous. Il y a une question pour moi, tiens, dans les questions, une question de Viviane. Pouvez-vous rappeler les missions de Second Souffle et à qui elles s'adressent, s'il vous plaît? Comment se passent les accompagnements? Bien, eh bien, Viviane, Second Souffle. Je suis revenu, j'ai ma connexion Internet qui a planté. Alors. Bon. Je termine juste de répondre à Viviane. Donc, pourriez-vous rappeler les missions de Second Souffle? Alors, nos missions, c'est d'aider les entrepreneurs en difficulté, avant qu'ils soient en difficulté même, quand ils sont en difficulté, pendant les procédures judiciaires, après le tribunal de commerce, en cas de liquidation ou de cession d'activité. Nous les aidons avec plus de 300 bénévoles sur toute la France, une vingtaine d'antennes, et l'accompagnement se fait individuellement, dans quasiment tous les cas avec un entrepreneur déjà toujours en activité ou un entrepreneur en retraité. C'est un accompagnement confidentiel
Suivant vos besoins, on va vous écouter, suivant vos besoins, on peut vous apporter de l'aide en vous redirigeant vers d'autres organismes ou associations qui seront plus à même de vous aider particulièrement sur tel ou tel sujet qui vous contrarie, qui vous met en difficulté. On vous aidera également si vous avez besoin d'avoir des experts métiers, des experts comptables, des avocats ou toute autre aide qu'on peut vous apporter bénévolement. Voilà, j'espère avoir répondu à Viviane. Ah si, une chose quand même assez importante, on existe depuis 10 ans et on aide tous les entrepreneurs. On n'est pas limité à une taille d'entreprise, que ce soit une micro-entreprise, si vous êtes freelance, si vous avez des salariés ou si vous n'en avez pas, si vous êtes une TPE, une PME. Et surtout, on n'a aucun critère de sélection. Donc vous venez chez nous, vous nous appelez, vous nous contactez par mail, par téléphone, et on vous prendra, on vous prendra sans aucune restriction, et surtout sans limite de temps. J'aurai le plaisir de vous montrer aussi la semaine prochaine, il y a une Euronews qui a fait un reportage sur nos actions, et on a suivi avec lui le rebond positif d'un de nos accompagnés, et ça faisait 3 ans qu'on l'accompagnait, et on l'a aidé à rebondir aujourd'hui. Voilà, et donc vous aurez sur le site de Second Souffle, également sur nos réseaux sociaux, cette vidéo dès la semaine prochaine. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, Viviane. Monsieur Guy Tisserand est de retour. Oui, je suis navré, hein. J'ai eu un problème technique, là, il y a ma connexion Internet qui s'est plantée, bon, ça arrive, hein, donc voilà. Mais je suis de retour. Voilà, donc oui, juste pour continuer, puis après peut-être qu'on pourra aussi intégrer des échanges ou des questions. Voilà, peut-être en synthèse, j'aurais tendance à dire que j'ai une chance, je pense en tout cas avoir une chance énorme, c'est que je suis né avec où j'ai été élevé, je pense aussi, dans une approche qui consiste à voir majoritairement le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc, à mon avis, qui change la vie. Et c'est assez compliqué. Alors, ce qui est problématique, c'est que autant on peut apprendre l'informatique, autant on peut apprendre la comptabilité, etc. Autant réussir à passer dans la dynamique de je vois plutôt le positif que le négatif, être plutôt optimiste que pessimiste. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à travailler quand on est structuré, construit comme ça. Pour autant, je pense qu'on est quand même vachement plus heureux quand on a tendance, voilà, à voir le positif. Et je pense que le sport m'a aidé là-dedans. Je vais vous donner une petite illustration pour expliquer ça. Alors moi, quand je faisais du tennis de table, j'étais un très, 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 très mauvais perdant, mais vraiment horrible, quoi. Vraiment le gars insupportable, en fait, hein, quand j'étais derrière la table. D'ailleurs, j'ai vu que dans le chat, il y avait un petit coucou à chaque secrétin, donc j'en profite pour lui faire un petit coucou aussi, moi, parce que en fait, je me rappelle d'une soirée qu'on a passée tous les deux chez moi à manger une pizza et où on a refait le monde. C'était vraiment très drôle. On avait passé une super soirée ce jour-là, justement à l'occasion d'une compétition mondiale qu'on avait organisée où on l'avait fait venir pour faire une démonstration. Un très grand souvenir de ma vie, ça aussi. Et donc, en fait, quand j'ai commencé le sport, je détestais perdre, mais c'était un truc de dingue. Et non seulement je détestais perdre, mais du coup, ça me tétanisait complètement de perdre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je jouais, j'avais tellement peur de perdre, je détestais tellement ça, que finalement, ça m'empêchait de jouer presque. C'est-à-dire que ça me bloquait quelque part. Et donc, pendant un certain temps, finalement, j'en suis même arrivé à des périodes de ma vie où quand je perdais un match, j'avais systématiquement quasiment envie d'arrêter de jouer tellement je supportais pas la défaite, quoi. C'était vraiment insupportable pour moi. Et du coup, je devenais impossible en plus, hein, quand je perdais, très désagréable en fait. Voilà. Et donc, un jour, ma femme m'a dit, écoute, tu m'emmerdes. Franchement, c'est insupportable ce truc. Donc, franchement, il faudrait mieux que tu arrêtes, quoi. Ou alors, moi, je vais laisser tomber, hein, parce que j'en peux plus, moi, que tu sois pénible comme ça. Et du coup, ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, non, mais c'est vrai que je suis con quand même de réagir comme ça, c'est vraiment nul. Et j'ai réussi, il y a souvent il y a une histoire assez connue par rapport à Björn Borg là-dessus, où il jouait au tennis de table, lui, quand il était gamin. Et il était tellement mauvais perdant qu'il pétait sa raquette à chaque fois qu'il perdait un match et il devenait insupportable. Et sa mère lui a dit, bah, puisque c'est comme ça, je prends tes raquettes et je les mets dans un placard et tu ne toucheras plus jamais. Et il s'est mis au tennis et elle lui a dit, je te préviens, si tu as un seul comportement négatif, je prends la raquette, je la mets dans le placard, tu ne la verras plus. Et il a réussi finalement à se transformer par rapport à ça.
Moi, ça a été un peu la même logique. Moi, c'est mon épouse qui m'a aidé et qui m'a dit non, mais c'est fini, t'arrêtes avec ça. Et du coup, j'ai réussi. Et grâce à ça, en fait, ça peut paraître complètement paradoxal, mais j'ai appris à perdre, en fait. Alors, ça peut paraître bizarre, quand on est sportif de haut niveau, évidemment, apprendre à perdre, on peut se dire, mais il ne faut pas si, ça. Et en fait, si. Parce que quand on apprend à perdre, on arrive à tirer des enseignements de la défaite pour progresser ensuite, en fait. C'est-à-dire tirer des enseignements pour s'améliorer. Et tant qu'on n'est pas capable de faire ça, finalement, on va se focaliser sur soi en disant, si j'ai perdu, c'est de ma faute. Alors qu'en réalité, on peut très bien analyser en disant, si j'ai perdu, c'est parce que j'ai pas assez bien travaillé ça et parce que l'autre a bien joué par rapport à moi. Et ce raisonnement qu'on a sur le sport de haut niveau se transpose complètement dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise, si vous perdez un marché par rapport à un client, par exemple, qui vous dit, non, bah, je vous retiens pas, je retiens un concurrent. Soit vous dites, ouais, de toute façon, il est nul ce client, de toute façon, voilà, le concurrent, il a dû avoir un truc ou j'en sais rien. Ou on se dit, qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour ne pas avoir gagné ce marché. Et qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour mieux l'appréhender? Et donc, comment je peux en tirer une information pour m'améliorer, en fait? Pas pour battre l'autre, mais au moins pour être meilleur moi, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément que j'ai appris et qui m'a aussi… Et du coup, même dans une défaite, si on est dans le verre à moitié vide, quand on a une défaite, on ne voit que le côté négatif de la défaite. Quand on commence à voir le verre à moitié plein, qui consiste à dire « Ok, j'ai perdu », c'est Confucius qui disait « je ne perds jamais, parce que quand je gagne, et quand je perds, j'apprends ». Voilà. Donc, on peut tout à fait être dans… Enfin, je crois que c'est Confucius ou c'est Mandela, je ne sais plus. Enfin, il y a quelqu'un. Nelson Mandela. C'est Mandela qui dit ça. Voilà. Donc, Mandela qui disait ça. Donc, du coup, je pense que c'est quand même vraiment important d'être là-dedans. Et puis, le dernier point, pour pas trop prendre… Enfin, pour tenir dans le planning prévu, peut-être le dernier point que j'ai tiré aussi du sport de haut niveau et qui me semble important, c'est le carpe diem, en fait. Alors ça, moi, je pense que c'est peut-être le truc le plus important de la vie, je pense, c'est se dire, mais profitons de l'instant présent. Quand vous avez un truc qui va bien, pensez pas aux trucs peut-être qui iront pas bien demain. D'abord, ça sert à rien de se pourrir le présent par un hypothétique futur, hein, déjà, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir et anticiper. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus et il faut savourer les moments qui vont bien. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à me rendre compte, au début, quand j'ai commencé le sport de haut niveau, je me disais, mais en fait, quand on a 20 ans, 30 ans, on pense qu'on est, que ça ne s'arrêtera jamais, quoi, qu'on est immortel, quoi. Et donc, on se dit, j'ai le temps. Et puis, petit à petit, quand la fin de la carrière sportive, par exemple, est arrivée, moi, je me suis dit, mais bon sang, ça va s'arrêter. Et donc, il faut que je profite vraiment de tout ce qui se passe pour pouvoir savourer ça. Parce que c'est des moments intenses et uniques quasiment. Et ça, c'est vrai dans tous les moments de la vie, la naissance de mes enfants, enfin, des tas de moments. Et donc, le truc, c'est de savourer. Mince, j'ai encore mon téléphone. Attendez, quittez pas. Bien. Oui, donc, ce que vient de dire Guy, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est de Nelson Mandela et ça fait partie de la maxime de Second Souffle également. Ah ben voilà. Bon, donc, et on voit que Guy est bien dans l'instant présent, c'est une preuve en direct. J'adapte en fait, parce que j'ai mon téléphone qui me pose des problèmes. J'ai pas beaucoup de débit internet sur ma box, donc je suis passé sur mon téléphone, mais mon téléphone était déchargé. Enfin bon, il y a des problèmes techniques, je règle ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc l'idée c'est d'être vraiment dans le carpe diem et de profiter de l'instant. Et donc juste pour terminer par rapport à Covid, oui, bien sûr que c'est plus compliqué, bien sûr que c'est pas forcément évident à l'heure actuelle, qu'on est stressé, et puis le fait d'être confiné, ça, c'est pas facile. Mais finalement, si on s'arrête aux difficultés, on fait jamais rien, quoi. Donc le truc, c'est de se dire, c'est pas facile. Non, mais d'ailleurs, tant mieux que ce soit pas facile, parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est ce qui est pas facile, quoi. Ce qu'on a automatiquement quand c'est hyper facile, franchement, ça n'a pas tellement de valeur, quoi. Ce qui va avoir de la valeur, c'est des choses. Alors, moi, j'étais champion paralympique, mais je m'entraînais 20 heures par semaine. C'était pas facile, hein, ça prenait du temps, il fallait que je m'organise, etc. Mais si j'avais eu finalement une facilité naturelle qui faisait, juste pour terminer, une dernière illustration de ça, la première fois que j'ai commencé, les premiers championnats de France que j'ai fait, je suis arrivé au championnat de France, j'avais jamais fait de compétition en e-sport, je suis arrivé faire un tournoi national avec tous les meilleurs joueurs français. D'accord ? Je suis arrivé, premier match, j'ai joué contre le champion de France de l'année d'avant. Et j'ai gagné. J'ai battu le champion de France de l'année d'avant.
Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même ce truc. Mon troisième match, je les ai gagnés. Je me suis dit, bon, finalement, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, ce truc-là. Et ensuite, j'ai pu gagner un seul match. Pendant tout le reste de la compétition, j'ai joué 7 autres matchs, je les ai tous perdus. Parce que finalement, j'étais plus vigilant, j'étais plus intéressé, enfin voilà. Et là, après, je me suis dit, oh non, 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 attends, arrête-toi. Et j'ai mis quand même du temps avant de devenir champion de France, quoi. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sait pas facile. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait pas facile. En revanche, l'idée, c'est pas de se fracasser contre le mur non plus. Et si on peut se faire accompagner, bon, il y a des associations comme vous, Rebond, HUP, voilà, aujourd'hui, je suis administrateur pour Auvergne-Rhône-Alpes d'HUP, parce que justement, je pense que on se réalise vachement quand on crée son entreprise, quand on est entrepreneur, ça peut être absolument génial, mais si on est tout seul pour le faire, on a quand même plus de risques de se faire, de s'en prendre une et de faire en sorte que ça finisse mal. Donc, si on est accompagné, ça va aller beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à faire, faites-vous accompagner. En revanche, vivez vos rêves, quoi. Vivez-les, allez, essayez, quoi, au moins. Ça marchera peut-être pas tout le temps, mais il vaut mieux avoir des regrets, des remords que des regrets. Hein. Donc, voilà, bon, en gros, c'est un peu à l'emporte-pièce et un peu décousu, peut-être, ce que je vous dis, mais l'idée, c'était plus un témoignage personnel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des interrogations, je suis à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Pour résumer un petit peu de ton témoignage, je vais te lire, mais tu peux également les lire dans le chat. Bravo, super Guy. On se régale. Ça rebooste. Merci Guy. Hyper riche, inspirant. Entreprendre est un sport de haut niveau. Ça, c'est également une maxime de Second Souffle. Voilà, donc bravo. Bravo déjà pour le parcours. Bravo pour tout, Guy. Et puis, donc, une superbe intervention, malgré cette petite coupure technique. Juste une question personnelle. Quand vous avez quitté la banque, oui. Si ça s'était passé ces dernières années, avec l'arrivée du blockchain, est-ce que vous seriez resté dans la banque? Je comprends pas la question, en fait. Pourquoi avec l'arrivée du blockchain? Parce que le blockchain, c'était l'arrivée de ce qu'on a permis de créer toutes les monnaies virtuelles et sécurisées. Et je me suis dit, ça aurait peut-être été un nouveau challenge. Ah, intellectuellement. Oui, oui, je comprends le truc. C'est-à-dire, en fait, avec les évolutions technologiques, parce que moi, j'étais déjà à l'époque dans les évolutions technologiques, intellectuellement, c'était hyper intéressant, mais je crois que ce qui a vraiment déclenché le fait que j'ai envie de partir de cet environnement, c'est d'abord et avant tout le fait que j'avais vraiment envie de faire une activité qui me donne plus de sens dans la relation. Alors, moi, j'étais manager d'une 50aine de personnes dans les études informatiques, j'avais bien de la relation avec les gens. Mais j'avais le sentiment j'avais envie finalement d'avoir une activité professionnelle dans laquelle je pouvais aider les gens, en fait, les aider. Voilà. Alors, je dis pas quand je développais des produits informatiques dans la banque, j'aidais les utilisateurs, mais enfin, c'est pas la même chose que aider quelqu'un qui a besoin de l'informatisation de la blockchain ou des certificats de dépôt négociables. Et je critique pas du tout, hein, c'est juste c'est pas le même levier, c'est pas le même moteur que quand vous aidez quelqu'un qui n'a pas de boulot, qui cherche un job, qui est un peu dans la panade et qui a besoin d'un coup de main, quoi. Donc moi, en fait, j'avais vraiment envie de trouver une activité professionnelle qui conjugue à la fois mes compétences professionnelles, heureusement, parce que sinon ça va pas le faire, et le fait d'aider les gens. Pour illustrer. On a au sein du cabinet, par exemple, une activité recrutement. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises à recruter des personnes handicapées et on aide les personnes handicapées en recherche d'emploi à trouver un job. D'accord ? Donc, on fait le lien entre les deux. Moi, j'ai des recruteurs, j'ai 7-8 recruteurs, alors recruteurs et recruteuses, bien sûr, qui interviennent régulièrement sur ces sujets-là, etc. Et parfois, parce que c'est quand même très compliqué, hein, mine de rien, même pour les entreprises qui sont engagées, qui ont envie de faire, etc., il y a toujours des freins, il y a les stéréotypes, les préjugés, les a priori, tout ce qui va être aussi l'aménagement des postes. Il y a un certain nombre de choses, le décalage des niveaux de formation qui peuvent exister entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas, etc. Bon, voilà. Et donc, ça reste quand même compliqué. Et moi, j'ai parfois mes propres recruteurs
pas qui désespèrent, mais qui me disent, mais Guy, avec tous les efforts qu'on fait, on n'atteint pas forcément ce qu'on aimerait avoir comme objectif. On n'accompagne encore pas assez de personnes, parce que c'est aussi des gens très impliqués qui travaillent au sein de ce type d'activité. Et je leur dis, mais vous avez réussi à au moins aider une personne sur cette année, au moins une personne à trouver un job. Ils me disent, heureusement, plus qu'une quand même. Je dis, déjà, si vous en avez trouvé une, c'est bon, vous avez justifié votre existence, en fait. Enfin, votre activité professionnelle. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même capitaliser et se focaliser sur ce qu'on fait, quoi. Pas sur ce qu'on ne fait pas, mais sur ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc, sur ce qu'on réussit et pas sur ce qu'on rate. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais analyser ce qu'on rate, mais ça veut dire que il faut quand même davantage, à mon avis, se concentrer sur ce qui marche que sur ce qui ne marche pas. On est un peuple qui a quand même une grosse tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas, quoi. Moi, je pense qu'on est vachement plus heureux quand on se concentre sur ce qui va, quoi. Donc, et on se fait vachement plus plaisir au quotidien. Donc, voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il est capable de faire. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Je dis juste que probablement, c'est sûrement un levier d'être plus heureux dans la vie que de se concentrer sur ce qui va que sur ce qui ne va pas. C'est clair, merci. Il y a Xavier qui nous pose la question quand même du sujet du jour. En quoi la situation actuelle Covid-19 peut-elle néanmoins permettre d'entreprendre avec confiance? Oui, alors, le truc, c'est que j'ai écrit un bouquin en fait qui a été publié en 2012 qui s'appelle Le handicap en entreprise, contrainte ou opportunité. Bon, le sous-titre, c'est vers un management équitable de la singularité, mais le titre principal, c'est contrainte ou opportunité. Et en fait, en réalité, la réponse, c'est contrainte et opportunité. Le Covid-19, c'est contrainte et opportunité. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est contrainte et opportunité. Sans vouloir négliger la contrainte et la difficulté que ça induit, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme opportunité. Donc, nous, alors, par exemple, est-ce que ça a, par exemple, eu un impact sur l'activité de TH Conseil, la crise sanitaire? Oui, certes. Sur 4 mois, on a divisé notre chiffre d'affaires par 2. Bon. Est-ce que pour autant, ça a été la fin du monde? Non. Alors, d'une part, parce qu'on a toujours été assez prudent. C'est-à-dire que, en fait, nous, quand on a créé ce cabinet au départ, et je pense que c'est un élément qui me semble aussi important. Alors après, ça illustre peut-être notre philosophie de la vie, et que tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées, heureusement d'ailleurs. Mais en fait, nous, on n'a jamais créé ça pour devenir riche. Ça ne veut pas dire que ça ne nous a pas permis d'en vivre bien, mais ce n'était pas l'objectif numéro 1. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que notre entreprise a fait du résultat, au lieu de se le verser en dividende, on l'a mis en fonds de réserve. Et comme on avait mis beaucoup d'argent en fonds de réserve, enfin pas mal d'argent en fonds de réserve, cette crise, on l'a abordée en étant relativement serein. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas super, c'est génial, on a fait on a divisé par 2 notre chiffre d'affaires pendant 4 mois, c'est super. Non, certainement pas. Mais ça ne nous a pas non plus mis dans une situation où on a été obligé de virer tout le monde, etc. Moi, quand j'entends récemment des grandes entreprises qui disent oui, on va peut-être pas faire de résultats cette année, donc on va licencier X personnes, je comprends pas ça. Je veux dire, il ne faut pas réfléchir à la minute, à la semaine ou au mois, voire même à l'année. Nous, ça fait 15 ans qu'on existe, ça fait 15 ans qu'à chaque fois qu'on fait du résultat, on le met en fonds de réserve. Quand on le met en fonds de réserve, alors on pourrait le distribuer aux actionnaires, comme on dit. En l'occurrence, les actionnaires, c'est nous, donc c'est facile. Mais on a préféré le mettre de côté parce que ce qui fait que cette année, par exemple, on est en capacité de passer la crise sans que ce soit évidemment facile, mais de passer la crise sans remous majeur, sans catastrophe. Et là où on peut en faire une opportunité, c'est que du coup, de ce fait-là, avec le travail à distance, eh bien, on avait déjà bien commencé là-dessus, mais du coup, on a largement continué. On fonctionne énormément désormais sur des logiques distancielles. On a toute notre panoplie de prestations qu'on a transformées en digital et en distanciel. Et du coup, cette année, lors de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, donc moi, mon activité principale, c'est de faire des webinaires, des conférences, etc. Et évidemment, de les faire, c'est mon métier, donc c'est facturé. Habituellement, dans une semaine comme la SEPH, j'arrive à en faire 5, 6, 7, parce que si j'en fais 2 par jour, c'est quand même le grand maximum, dans la mesure où si j'en fais une à Rennes, l'autre à Nantes, et puis l'autre à Bordeaux, et puis la 4e à Paris, je peux en faire qu'une par jour, quoi. Là, en l'occurrence, cette année, j'en ai fait 10 en 4 jours.
parce que je les ai fait en distance. Donc finalement, j'ai facturé 10 prestations au lieu d'en facturer que 5. Eh ben, c'est vachement bien. Donc ça devient une opportunité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réclamer, et le jour où on sortira de cette crise sanitaire, tout le monde sera content et on sera ravis. Mais d'une contrainte, enfin, la contrainte, soit on la vit comme une contrainte, c'est tout, soit on la vit comme une contrainte en se disant, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je peux en tirer des choses? C'est un peu ça la question. Donc, la question de la Covid-19, ben, oui, c'est emmerdant, oui, on va peut-être pas, on est obligé de rester chez soi, c'est pénible, etc. Bon, bah, du coup, mais j'en fais quoi de ça? J'en fais rien ou j'en tire un enseignement que j'essaye dont j'essaye d'améliorer, qui me permet d'améliorer la suite, quoi. C'est un peu ça la question qu'on peut ça. C'est comme la défaite en ping, quoi. On perd un match en ping, j'en fais quoi? Je dis, c'est pourri, c'est nul, ouais, j'ai été mauvais, ou je dis, bah, qu'est-ce que je peux en faire? C'est un peu ça l'idée. Je sais pas si ça répond à la question de Xavier, mais bon. Je pense que ça y répond, mais il va nous le dire dans le chat, je suppose, Xavier. Je le connais, le petit Xavier, notre petit Napoléon. Merci Guy pour ces précisions importantes sur l'opportunité en période de crise. Voilà. Donc, c'était très bien, Guy. Il nous reste un petit quart d'heure. On va essayer d'enchaîner les questions. Guy, connaissez-vous l'entreprise Opus, son projet GUS, au seuil du développement? Non, je ne connais pas. Je suis toujours intéressé par les entreprises que je ne connais pas, donc je suis preneur d'un lien ou d'un descriptif. Malheureusement, je ne la connais pas. Voilà. Donc Michel, c'est Michel Péché qui nous pose cette question-là. C'est une responsable de notre antenne à Clermont-Ferrand. Donc il m'enverra ce qu'il faut peut-être, Michel, et puis je le ferai passer à Guy. Ok. Voilà, c'est ça. Une autre question. Ah bah tiens, c'est Viviane qui revient. Merci pour votre réponse, William. Je recherche une piste pour parler d'un projet d'entreprise. Je suis actuellement salarié. Je ne pense pas reprendre mon travail. HUP un programme pour cette démarche de reconversion vers la création. Oui, parce que nous, Viviane, en second souffle, on n'est pas là pour aider les gens à créer leur projet entrepreneurial. Donc, redirigez-vous plutôt vers HUP. Oui, absolument, avec plaisir, notamment à travers le programme Déclic. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Une autre question de Pauline. Comment ces enseignements et cet état d'esprit issu de votre parcours pourraient, selon vous, Guy, s'appliquer ou inspirer d'autres en cette période si particulière de crise sanitaire et économique? Bon, je n'avais déjà. Ouais, alors ce sur quoi il faut quand même être très vigilant, c'est que chacun est unique, quoi. Nous sommes tous des gens uniques, donc il ne faut pas non plus transposer directement en disant moi voilà il a dit ça, je vais faire ça, etc. Il faut vraiment le faire en fonction de comment chacun d'entre nous on le sent. C'est la raison pour laquelle je reviens à la logique de l'accompagnement. Plus on est accompagné, et mieux c'est. Enfin, plus. Je ne vais pas dire qu'il faut 50 personnes qui vous accompagnent, mais il faut être bien accompagné. Parce que quand vous êtes bien accompagné, et c'est souvent très important d'être accompagné par quelqu'un qui va avoir un regard distancié, en fait. Parce que le problème quand on crée une entreprise, c'est qu'on est évidemment extrêmement impliqué. Voilà. Et puis, alors dedans, à fond, on pense qu'à ça. Et puis, on est hyper impliqué. C'est-à-dire, on a du mal. C'est difficile d'être à la fois juge et partie. Donc, c'est très compliqué. Donc, le fait d'avoir un regard extérieur qui dit mais tu as pensé à ça, ou ce que tu dis là, ou ce que tu as fait là, moi, ça me questionne un peu et tout. Et alors, nous, on peut se dire ah ouais, bah non, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et en fait, c'est vraiment important d'être accompagné. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un élément essentiel. On est toujours plus riche à plusieurs qu'à un. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel de mon point de vue, d'être accompagné. Voilà, la question de l'accompagnement est vraiment fondamentale. Après, il faut se faire son chemin à soi, quoi. Il faut se faire accompagner et se faire son chemin parce que on est tous uniques, on est tous singuliers et qu'il faut faire en fonction de soi-même. En s'écoutant et en n'ayant pas trop de... Ah oui, il y a un élément qui est important aussi, c'est ce que j'appelle, moi, quand je fais des formations sur le handicap, les notions d'auto-stéréotypes. Il y a trois types de préjugés. On a tous des préjugés, tout le monde a des préjugés. Moi, mon métier, c'est de travailler là-dessus, mais je suis blindé de préjugés comme tout le monde, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir conscience qu'on en a, en fait. C'est ça qui est important. C'est pas de ne pas avoir de préjugés, parce que ça, c'est pas possible. Le cerveau humain, il est fait pour
avoir des stéréotypes et des préjugés. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir conscience qu'on en a et d'avoir conscience qu'il y en a 3 types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle l'hétérostéréotype. L'hétérostéréotype, c'est les stéréotypes qu'on a sur moi. C'est les gens qui n'arrêtent pas de me dire « c'est pas possible, foutez-moi la paix, laissez-moi faire ce que je peux. Et puis si vous voulez m'aider, aidez-moi, mais arrêtez de me plomber. » quoi. Donc ça, c'est les hétérostéréotypes. Ensuite, vous avez les autostéréotypes. Et ça, c'est aussi très important d'en avoir conscience. On a parfois des stéréotypes sur ce qu'on peut faire soi-même. On croit que c'est pas possible qu'on ait des stéréotypes sur soi, parce que normalement, si on se connaît bien, on ne devrait pas avoir de stéréotypes, mais en réalité, il y a quelqu'un qui a dit « connais-toi toi-même », c'est déjà pas facile de se connaître soi-même, quoi. Donc Socrate, il a dit ça. Bon, ben voilà. Donc le truc, c'est de pas avoir trop d'auto-stéréotypes, c'est-à-dire de pas trop s'enfermer en disant « non, mais ça, je pourrais jamais y arriver ». Justement, faisons-nous accompagner pour ouvrir ces chakras et ouvrir ces stéréotypes. Et puis le dernier stéréotype aussi qui est très important à comprendre, c'est ce qu'on appelle les métastéréotypes. C'est les stéréotypes que j'ai sur les stéréotypes que les autres ont sur moi. C'est-à-dire je pense que les autres pensent ça de moi. Et comme je pense qu'ils pensent ça de moi, je vais me conformer à ce que je crois qu'ils pensent de moi. Et ça m'enferme en fait. Donc les stéréotypes, c'est enfermant. Faut être très vigilant à ça, et c'est enfermant pour soi, et c'est enfermant dans la relation qu'on a à l'autre. D'ailleurs, tous les phénomènes de discrimination sont construits autour des stéréotypes. C'est-à-dire que je ne laisse pas la personne être ce qu'elle est, je lui colle des étiquettes, et je ne la vois qu'à travers les étiquettes que je lui ai collées. Donc attention à ces phénomènes, quoi. Très bien. Bravo. Ouais, c'est une belle analyse, oui, c'est important. Une autre question on va prendre une question de. Non, ça c'était pour Laure. On la verra peut-être après. Monsieur Guy Tisserand, avez-vous connu dans votre parcours d'entrepreneur et de chef d'entreprise des moments de gestion de crise, quelle qu'elle soit, et comment les avez-vous surmontés très concrètement? Alors oui, hein. Quand on a une entreprise, on a toujours des moments où ça va moins bien que d'autres. Hein. Alors, c'est pas le truc dont je suis forcément évidemment le plus fier ou le plus satisfait, mais ça m'est arrivé par exemple de licencier quelqu'un parce que ça se passait pas bien et que j'arrivais pas quoi. Enfin, j'étais en limite de compétence sur le fait de l'embarquer dans le projet, de faire en sorte que ça marche, etc. Et en plus, il entraînait d'autres personnes dans une dynamique très négative et tout ça. Donc, je suis arrivé à le licencier. Enfin, j'en suis arrivé à l'extrémité de le licencier. Je l'ai vécu comme un échec personnel parce que finalement, je me suis dit que j'avais mal appréhendé, mal pris en compte. Mais à un moment donné, j'ai fait le choix de le faire parce que je pensais que c'était trop délétère pour l'entreprise. Comment je l'ai géré? Je l'ai géré en essayant de ne pas me culpabiliser trop de faire ça. J'ai regardé un peu tous les paramètres et je me suis dit que l'intérêt de l'entreprise prévalait sur l'intérêt individuel. Et que donc, en l'occurrence, comme j'y arrivais pas, alors on avait une responsabilité probablement partagée hein, dans cette histoire. Comme j'y arrivais pas, j'en suis arrivé à l'extrémité de le licencier. C'est pas un truc dont je suis content, hein, vraiment pas du tout, mais finalement, je pense que là où à l'époque, mon épouse le vivait très très mal parce qu'elle le vivait vraiment comme un échec personnel. Moi, je me suis dit que de toute façon, quand on faisait des trucs, on pouvait forcément arriver à des échecs, on pouvait se tromper, on pouvait mal appréhender quelque chose. Et donc, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est prendre une distance par rapport aux décisions qu'on prend. C'est-à-dire que si on le prend de manière trop personnelle et affective, il faut que la raison l'emporte sur l'émotion. De manière générale, quand on manage, par exemple, je pense que la raison doit l'emporter sur l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des robots et qu'on s'en fout des gens, etc. Ça veut juste dire qu'il faut réussir à prendre la distance nécessaire parce que sinon on se fait dévorer en fait. Et en plus, comme là, la société, on dirigeait ça, mon épouse et moi, tous les deux, forcément, quand on était à la maison, on avait du mal à faire la part des choses. On n'arrivait pas à couper en disant rentre chez nous et puis c'est fini quoi. Et donc du coup, ça débordait et ça envahissait notre environnement personnel et finalement, ça nous mettait mal à l'aise par rapport à ça. Donc à un moment donné, j'ai dit on va arrêter ça et je l'ai fait ça m'a quand même un peu bouffé de l'avoir fait, mais je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est d'être en capacité de pas mettre trop d'émotionnel dans tout ça parce que sinon on s'en sort pas en fait. Voilà. Je sais pas si c'est un conseil transposable et généralisable, mais en l'occurrence, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis aussi d'être dans une logique de si je le fais, bien sûr qu'il y a des côtés négatifs, mais dans tout acte, il y a finalement une logique de balance bénéfice-risque finalement quelque part.
En l'occurrence, là, c'était dangereux vraiment pour l'entreprise, parce que ça rejaillissait de manière très négative et très délétère pour l'entreprise. Donc, il fallait le faire, quoi. Oui. Oui. Oui, parfois, les licenciements, on peut pas y échapper. Hein. Effectivement, si on y met trop d'émotions, ben, on licencie personne, et puis à la fin, ben, c'est toute l'entreprise qui en pâtit. D'ailleurs, j'aurais dû le faire probablement bien avant. Et je me suis retenu pendant un certain temps de le faire parce que j'étais dans une logique où je me disais on va y arriver, on va trouver une solution, ça va s'arranger, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit bah non, là je pense qu'on a fait le tour de la question et on n'y arrivera pas. Ouais, et c'est un peu l'erreur que font certains chefs d'entreprise en ce moment. Ils font un petit peu l'autruche. Ils se disent ça ira mieux demain, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Mais quelquefois, il est déjà trop tard. Alors, j'ajoute quand même en contrepartie de ça, pour pas donner le sentiment que c'est que ça, c'était vraiment parce que la personne, ça n'allait pas dans l'entreprise. Ouais. Je veux dire, il y avait une inadéquation de la personne dans le collectif. Alors, avec forcément une responsabilité partagée de l'inadéquation. Hein. Je veux dire, c'est pas la faute d'une personne, mais ça ne collait pas. Quoi. Et le truc, c'est que, en revanche, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir mis beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, en tout cas d'avoir été prudent et précautionneux dans le passé sur les résultats en les mettant en fonds de réserve, ça nous permet en revanche de traverser une crise pour lesquelles les salariés ne sont pour rien du tout. Ils ne sont pas du tout la cause de la crise. Et donc, du coup, de conserver des compétences, des salariés de qualité avec qui ça se passe très bien, etc., de les conserver parce que justement, on est en capacité de tendre le dos pendant un petit moment grâce à ça. Donc, ça, en revanche, là où je l'aurais très, très, très mal vécu, si par exemple, j'aurais très mal vécu le fait de… Ah, on a de nouveau perdu Guy. Bon, de toute façon, on arrive à la fin, hein, Laure et Hélène. On va attendre un petit peu, mais ça va être compliqué. Je ne sais pas si, Laure, tu as réussi à répondre. Il y avait beaucoup de questions qui étaient aussi pour toi et H-Up. Oui, alors normalement, j'ai répondu soit sur le chat, soit sur la partie questions. Il y en avait certains qui s'interrogeaient sur la façon de postuler. Donc, je répète que pour postuler, il s'agit simplement de répondre à un questionnaire. Ça prend entre 7 et 10 minutes et d'envoyer ensuite des pièces jointes. Et donc, le site qui centralise tout, c'est bien h-up, donc, .fr/rebond-TIH. Je vais vous le remettre sur le chat. Oui. Voilà, je crois qu'il y avait aussi une question pour toi, William, non? Sur Second Souffle, mais alors peut-être que tu as déjà répondu à tout, hein? Non, je pense que j'ai répondu. Il y avait deux questions qui étaient pour moi, je crois, mais c'est bon. Voilà. Donc, bah, écoutez, pas de nouvelles de Guy. On va parler du prochain webinaire. Avec plaisir. On reste sur la thématique du sport, mais oui. Cette fois, on continue avec un débat et deux entrepreneurs, mais je te laisse préciser, William. Donc, la semaine prochaine, alors Hélène, attention, je vais vous mettre en tout petit, mais je vous remets tout de suite en grand, juste après, juste pour le temps d'afficher l'affiche. Ah bah non, oui, c'est bon, voilà. Donc, entreprendre et rebondir un sport de haut niveau, c'est la semaine prochaine. Voilà, je vais vous remettre comme ça. Ça va être mieux pour Hélène et surtout pour nos amis malentendants. Donc, la semaine prochaine, donc, entreprendre et rebondir est-il un sport de haut niveau? Ben, ça sera encore avec deux sportifs, Sylvain Payette, qui est président de Agile et nageur en handisport, et Anthony Martin, ou Martins, je ne sais pas comment on dit, Laure, tu sais, non? Moi, je dis Martine, mais c'est il nous le dira. Bon. Cofondateur du groupe TRG et ancien judoka paralympique. Voilà, donc aujourd'hui, on a eu du ping-pong. La semaine prochaine, de la natation et du judo. On va peut-être penser chez Second Souffle à créer les Jeux Olympiques de l'entrepreneuriat. C'est peut-être une bonne idée, ça. Voilà, ils ont plus d'un tour dans leur sac parce que Anthony est aussi DJ, donc ils auront de très belles histoires de performances et sur scène à nous partager. Très bien. Merci à tous. Je vous rappelle que ce soir ou demain,
vous recevrez dans votre boîte mail le lien pour revoir le replay de ce webinaire et qu'à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page d'accueil du site Second Souffle et vous verrez tout en haut du site cette affiche. Et il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà. Merci à tous. Merci à Guy. Je ne sais pas s'il nous entend. Merci beaucoup, Hélène. J'espère que ça a été pour vous. Et pour vous, Hélène. Est-ce que ça a été pour vous, Hélène? Oui. Très bien, merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci, William, et merci à Guy s'il nous entend. Merci aux partenaires aussi du programme Rebond. Merci à Second Souffle, bien sûr, parce que vous êtes un partenaire phare pour nous, et à l'AGFIP qui nous permet de mettre en place ces beaux projets tous ensemble. Merci à tous. Bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain, 14 h. Bye bye.